Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 19 septembre et Somnifère vous propose ce soir un voyage audio pour retrouver calme et sérénité avant d'entamer la semaine qui arrive. Et juste après cela, une nouvelle amusante sous forme d'échanges épistolaires pour chasser le blues du dimanche soir. Si vous aimez ce podcast, je vous remercie de le noter, de le commenter ou de vous y abonner sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Cette période de l'année est souvent ennuyeuse. On n'est pas encore en automne, mais on n'est plus tout à fait en été. Il y a tout ce rush de la rentrée, la paperasse à régler, les responsabilités professionnelles. Et puis l'actualité est chargée, il y a toutes ces polémiques politiciennes qui reviennent d'un coup s'imposer à nous, en plus de la crise sanitaire qui n'est pas tout à fait terminée. Et avec tout ce flux d'informations, il est parfois difficile de déconnecter. Je vous propose ce soir qu'on retrouve un peu de calme et de sérénité avant d'entamer la semaine qui arrive. Mettez-vous à l'aise, ajustez votre oreiller, mettez votre téléphone en mode silencieux, choisissez une position confortable et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Laissez votre respiration s'apaiser, devenir calme et trouver son rythme. Autorisez-vous à mettre tout le quotidien de côté. Peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, cela attendra plus tard. Notre séance de relaxation ce soir est un voyage audio autour d'un lac, symbole du calme, de la sérénité et de la constance. Avant de commencer, je vais vous demander de prendre quelques instants pour relâcher tous vos muscles, en partant de vos pieds et en remontant progressivement, de sorte à ce que votre corps s'abandonne complètement sur le matelas, sans tension. Pensez également à relâcher tous les petits muscles au niveau du visage, la mâchoire, le front, les sourcils. Lorsque vous êtes prêt, je vais vous demander de former dans votre esprit l'image d'un lac. Ce peut être un lac que vous connaissez bien et que vous fréquentez régulièrement. Un lac que vous avez vu en photo. Ou un lac tout droit sorti de votre imagination. Portez simplement votre attention sur votre lac et tentez d'en avoir une image aussi claire que possible dans votre esprit. Notez comme cette étendue d'eau est calme
et semble simplement posé là, à la surface de la terre, sans être en attente de rien, sereine et constante. Un peu comme nous, qui avons décidé de nous arrêter, d'être simplement là. Si vous observez la surface du lac avec un peu plus d'attention, vous remarquerez que ce n'est jamais la même. Pourtant, le lac, lui, ne bouge pas, mais il change au fur et à mesure que le soleil se déplace dans le ciel. La lumière sur l'eau se reflète alors de différentes manières. Il change en fonction de la météo. Parfois, les jours très calmes, la surface reflète pratiquement tout avec une grande précision. Les nuages, les oiseaux, le soleil, les arbres. La nuit, il reflète la lune et les étoiles. S'il y a un peu de vent, apparaissent alors des ondulations qui provoquent la disparition des reflets. Le lac est alors flouté, un peu comme une peinture de Van Gogh. La lumière du soleil peut scintiller dans les ondulations et valser avec la surface de l'eau. Un peu comme des pierres précieuses dont on ne peut pas se saisir, car elles sont immatérielles. Quand vient la nuit, c'est au tour de la lune de faire briller ses reflets blancs sur la surface du lac. Nous avons cela en commun avec les lacs de vivre des moments de calme et d'immobilité totale, où notre esprit est clair, et d'autres moments peut-être où la surface est perturbée, agitée. Mais cela ne dure jamais et il y a toujours ce calme où se réfugier en dessous de la surface. Continuez de porter votre attention sur votre lac alors que je vais vous lire un poème de Lamartine issu des méditations poétiques. C'est un poème que Lamartine a écrit pour sa muse, Julie Charles. Les deux jeunes gens se retrouvaient souvent au lac du Bourget,
Mais la vie a décidé de les séparer. Lamartine décide de se rendre à nouveau au bord de ce lac, en souvenir de ses temps passés en compagnie de Julie, et il est alors surpris de trouver le lac et la nature complètement identiques à son souvenir, restés les mêmes et indifférents au souvenir de leur bonheur passé. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dont la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ces pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence, on entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence, tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Autant, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit, je dis à cette nuit sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi? En pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez. Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure,
vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac est dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Portez à présent simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant. Mots d'amour. Dimanche. Mon gros coq chéri. Tu ne m'écris pas, je ne te vois plus, tu ne viens jamais. Tu as donc cessé de m'aimer ? Pourquoi ? Qu'ai-je fait ? Dis-le-moi, je t'en supplie, mon cher amour. Moi je t'aime tant, je voudrais t'avoir toujours près de moi et t'embrasser tout le jour, en te donnant, ô mon cœur, mon chat aimé, tous les noms tendres qui me viendraient à la pensée. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, ô mon beau coq. Signé ta poulette, Sophie. Lundi, ma chère amie, tu ne comprendras absolument rien à ce que je vais te dire. N'importe, si ma lettre tombe par hasard sous les yeux d'une autre femme, elle lui sera peut-être profitable. Si tu avais été sourde et muette, je t'aurais sans doute aimé longtemps, longtemps. Le malheur vient de ce que tu parles, voilà tout. Un poète a dit : tu n'as jamais été dans tes jours les plus rares qu'un banal instrument sous mon archet vainqueur, et comme un air qui sonne au bois creux des guitares, j'ai fait chanter mon rêve au vide de ton cœur. En amour, vois-tu, on fait toujours chanter des rêves. Mais pour que les rêves chantent, il ne faut pas qu'on les interrompe.
Or, quand on parle entre deux baisers, on interrompt toujours le rêve délirant que font les âmes, à moins de dire des mots sublimes, et les mots sublimes n'éclosent pas dans les petites caboches de jolies filles. Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Tant mieux. Je continue. Tu es assurément une des plus charmantes, une des plus adorables femmes que j'ai jamais vues. Est-il sur la terre des yeux qui contiennent plus de songes que les tiens, plus de promesses inconnues, plus d'infini d'amour? Je ne le crois pas. Et quand ta bouche sourit avec ses deux lèvres rondes qui montrent tes dents luisantes, on dirait qu'il va sortir de cette bouche ravissante une ineffable musique, quelque chose d'invraisemblablement suave, de doux à faire sangloter. Alors, tu m'appelles tranquillement mon gros lapin adoré. Et il me semble tout à coup que j'entre dans ta tête, que je vois fonctionner ton âme, ta petite âme de petite femme jolie, mais cela me gêne, vois-tu, me gêne beaucoup. J'aimerais mieux ne pas voir. Tu continues à ne point comprendre, n'est-ce pas? J'y comptais. Te rappelles-tu la première fois que tu es venu chez moi? Tu es entré brusquement avec une odeur de violette envolée de tes jupes. Nous nous sommes regardés longtemps sans dire un mot, puis embrassés comme des fous. Puis jusqu'au lendemain, nous n'avons point parlé. Mais quand nous nous sommes quittés, nos mains tremblaient et nos yeux se disaient des choses qu'on ne peut exprimer dans aucune langue. Du moins je l'ai cru. Et tout bas, en me quittant, tu as murmuré « à bientôt ». Voilà tout ce que tu as dit, et tu ne t'imagineras jamais quel enveloppement de rêve tu me laissais. Tout ce que j'entrevoyais, tout ce que je croyais deviner en ta pensée. Vois-tu, ma pauvre enfant, pour les hommes pas bêtes, un peu raffinés, un peu supérieurs, l'amour est un instrument si compliqué qu'un rien le détraque. Vous autres femmes, vous ne percevez jamais le ridicule de certaines choses quand vous aimez, et le grotesque des expressions vous échappe. Pourquoi une parole juste dans la bouche d'une petite femme brune est-elle souverainement fausse et comique dans celle d'une grosse femme blonde? Pourquoi le geste câlin de l'une sera-t-il déplacé chez l'autre? Pourquoi certaines caresses charmantes de la part de celle-ci seront-elles gênantes de la part de celle-là? Pourquoi? Parce qu'il faut en tout, mais principalement en amour, une parfaite harmonie, une accordance absolue du geste, de la voix, de la parole, de la manifestation tendre avec la personne qui agit, parle, manifeste avec son âge la grosseur de sa taille, la couleur de ses cheveux et la physionomie de sa beauté. Une femme de 35 ans, à l'âge des grandes passions violentes qui conserverait seulement un rien de la mièvrerie caressante de ses amours de 20 ans, qui ne comprendrait pas qu'elle doit s'exprimer autrement, regarder autrement, embrasser autrement, qu'elle doit être une Didon et non plus une Juliette, écœurerait infailliblement 9 amants sur 10, même s'ils ne se rendaient nullement compte des raisons de leur éloignement. Comprends-tu? Non, je l'espérais bien. À partir du jour où tu as ouvert ton robinet à tendresse, ce fut fini pour moi, mon ami. Quelquefois, nous nous embrassions 5 minutes d'un seul baiser interminable, éperdu,
d'un de ces baisers qui font se fermer les yeux, comme s'ils pouvaient s'en échapper par le regard, comme pour les conserver plus entiers dans l'âme enténébrée qu'ils ravagent. Puis quand nous nous séparions nos lèvres, tu me disais en riant d'un rire clair, « C'est bon, mon gros chien. » Alors, tu m'as donné successivement tous les noms d'animaux et de légumes que tu as trouvés sans doute dans la cuisinière bourgeoise, le parfait jardinier et les éléments d'histoire naturelle à l'usage des classes inférieures. Mais cela n'est rien encore. La caresse d'amour est brutale, bestiale, et plus quand on y songe. Musset a dit. Je me souviens encore de ces spasmes terribles, de ces baisers muets, de ces muscles ardents, de cet être absorbé, blême et serrant les dents. S'ils ne sont pas divins, ces moments sont horribles. Ou grotesques. Oh ma pauvre enfant, quel génie farceur, quel esprit pervers le pouvait donc souffler tes mots de la faim? Je les ai collectionnés, mais par amour pour toi, je ne les montrerai pas. Et puis, tu manquais vraiment d'à propos, et tu trouvais le moyen de lâcher un « je t'aime » exalté en certaines occasions si singulières qu'il me fallait comprimer de furieuses envies de rire. Il est des instants où cette parole-là, « je t'aime », est si déplacée qu'elle en devient inconvenante, sache-le bien. Mais tu ne me comprends pas. Bien des femmes aussi ne me comprendront point et me jugeront stupide. Peu m'importe d'ailleurs. Les affamés mangent en gloutons, mais les délicats sont dégoûtés, et ils ont souvent pour peu de choses d'invincibles répugnances. Il en est de l'amour comme de la cuisine. Ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est que certaines femmes qui connaissent si bien l'irrésistible séduction des bas de soie fins et brodés, et le charme exquis des nuances, et l'ensorcellement des précieuses dentelles cachées dans la profondeur des toilettes intimes, et la troublante saveur du luxe secret, des dessous raffinés, toutes les subtiles délicatesses des élégances féminines, ne comprennent jamais l'irrésistible dégoût que nous inspirent les paroles déplacées ou niaisement tendres. Un mot brutal parfois fait merveille, fouette la chair, fait bondir le cœur. Ceux-là sont permis aux heures de combat. Celui de Cambronne n'est-il pas aussi sublime? Rien ne choque qui vient à temps. Mais il faut aussi savoir se taire et éviter en certains moments les phrases à la Paul de Kock. Et je t'embrasse passionnément à condition que tu ne diras rien. Signé René. Bonne nuit. Bonne nuit.